Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous rappeler qu'aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura un séminaire immédiatement à la fin du cours. Aujourd'hui, le conférencier, c'est Philippe Schlenker de l'École normale supérieure et il va parler en français. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, notre programme sera exceptionnel du point de vue du calendrier, en ce qu'il y aura 2 leçons et 2 séminaires, exceptionnellement jeudi 26, même heure, même salle, mais jeudi. Et le cours sera suivi d'un séminaire donné par Uwe Schlonsky de l'Université de Genève, toujours en français. Et on terminera vendredi 27 juin avec mon cours et le séminaire de Gennaro Chierchia de l'Université de Harvard. Donc, exceptionnellement 2 jours consécutifs, jeudi et vendredi, toujours dans cette salle. Okay? Même horaire. Voilà, revenons donc à nos thèmes, en particulier à la question des atomes du langage. J'ai cité dans le premier cours le livre important de Mark Baker, The Atoms of Language. Revenons un instant sur sa proposition et ses idées sur les constituants ultimes du langage. Donc, selon Baker, ce sont les paramètres, ce que Chomsky appelle paramètres selon cette citation que j'ai mise ici. Different combinations of these parameters would yield the different languages we observe in the world. Donc, des combinaisons différentes de ces ingrédients ultimes donnent lieu à la variété des langues que nous observons. Indeed, a relatively small number of parameters might underlie the large number of possible human languages. Alors, on verra que cette idée d'un relatively small number of parameters n'est pas tout à fait ce qui est dans l'esprit de ce qu'on fait maintenant. Le livre de Baker a été écrit il y a presque un quart de siècle déjà. Et donc, il y a eu toute une série de développements intéressants, mais certaines idées de base méritent absolument d'être discutées. En tout cas, l'idée qu'un nombre, en tout cas fini et limité, de ces éléments peuvent être sous-jacents au grand nombre de langues humaines possibles. The parameters are also like chemical elements. If the parameters are also like chemical elements, in that they interact with each other in complex and interesting ways, then the properties of the resulting languages might show striking variation. Si cette considération est importante, donc si les interactions entre ces éléments sont non banales, sont déductives dans un certain sens profond, on peut s'attendre à observer une variation considérable, striking variation, dans les langues qui résultent par ces combinaisons d'ingrédients primitifs. Voilà, donc, alors comment est-ce que les paramètres peuvent-ils jouer un rôle aussi fondateur au point d'être identifiés comme les éléments ultimes du langage? Ben évidemment, il faut dire quelque chose sur les paramètres. Donc aujourd'hui, je voudrais regarder un peu cette notion et puis revenir vers la fin ou la semaine prochaine sur les questions des cartographies structurales fines. Voilà donc en partant toujours du début, donc de notre petit modèle de la connaissance du langage comme système computationnel. C'est un système de calcul mental qui consiste de certaines entités. Il y a des inventaires, donc un lexique mémorisé, et puis il y a un système de règles récursives en particulier, qui sont à la base de la combinatoire des langues naturelles. Ceci donne lieu à des représentations qui sont lisibles sur au moins 2 interfaces. Une interface avec les sons
en interface avec les systèmes qui s'occupent de perception, d'articulation de son. Bien sûr, si on parle de langue orale, aujourd'hui, Philippe Schlenker va vous parler de comparaison entre langue orale et langue des signes. Donc là, évidemment, l'interface utilisée ne sera pas avec le système des sons, mais plutôt avec le système des gestes et de la perception visuelle de gestes. Mais à part ces aspects d'interface, le système reste largement constant, ou fondamentalement constant. Et puis il y a l'autre interface de représentation sémantique, interface interne, avec le système interne de la pensée, donc des concepts, des intentions, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée fondamentale sur l'organisation du système, l'organisation de notre petite grammaire mentale. En revenant un instant sur le lexique, on a vu déjà dans la première leçon qu'il fallait distinguer entre deux types de lexique avec des propriétés assez différentes. Un lexique substantiel, constitué d'éléments qui ont un contenu descriptif, donc des noms qui décrivent des objets, des verbes qui décrivent des actions, etc., etc. Et un lexique fonctionnel qui consiste de petits mots ou de choses qui ne sont même pas des mots à part entière, qui sont simplement des morphèmes ou des affixes qui s'attachent à des mots et qui ont des propriétés interprétatives plus abstraites. On parlera un peu de ces propriétés, le temps, l'aspect, définitude, type propositionnel et ainsi de suite. Et nous avions remarqué déjà dans la première leçon que l'une des dimensions de développement de la grammaire générative était une sorte de déplacement d'emphase des éléments du lexique substantiel aux éléments du lexique fonctionnel. Donc on s'était dit, mais pourquoi ces petits éléments qui étaient considérés des catégories mineures dans des cadres précédents sont devenus si importants? C'est parce qu'ils ont un rôle central à plusieurs égards, de plusieurs points de vue. D'abord, les éléments fonctionnels créent la structure. La structure est une sorte d'échafaudage ou de squelette structural est déterminée par ces éléments fonctionnels qui créent, comme je disais, une sorte de squelette dans lequel on insère les éléments de contenu. Donc il y a une sorte de division de travail entre les éléments fonctionnels et les éléments de contenu. Or, il s'avère que ces squelettes structuraux sont très complexes. Et c'est un peu ça l'objet d'étude des recherches et des projets cartographiques auxquels j'arriverai à la fin de la leçon d'aujourd'hui et surtout la semaine prochaine. Puis, ils ont un aspect dynamique, c'est-à-dire les éléments fonctionnels déclenchent les actions computationnelles fondamentales. Donc, déclenchent l'opération merge dans ses différentes variétés. On va voir ça plus en détail. Et troisièmement, ils expriment le paramètre de variation. Donc, l'idée est que la variation, en tout cas une partie importante de la variation, est déterminée par des spécifications qui se trouvent dans les éléments du lexique fonctionnel. Et puis, ils ont des rôles importants à l'interface. Ils guident l'interprétation vers l'interface avec le sens en donnant cette contribution relativement abstraite à laquelle je fais référence, en introduisant des éléments abstraits comme l'information temporelle, aspectuelle, modale dans le système verbal, etc. On va parler de ces aspects, en spécifiant les connecteurs logiques qui nous permettent d'utiliser le langage pour raisonner. Et je pense que General Kier qui va nous parler de cela la semaine prochaine, entre autres. Et puis aussi à l'interface avec la phonologie, ces éléments fonctionnels déclenchent certaines propriétés ou déterminent certaines propriétés, comme l'intonation qui est très importante, évidemment, et selon certaines manières de voir les choses, déterminent aussi des propriétés qui sont tout à fait centrales dans l'organisation du langage, comme l'ordre des mots. Et en plus, les éléments
fonctionnel et le lexique de contenu, disons, sont dissociés en plusieurs aspects de l'étude du langage comme capacité cognitive, sont dissociés en acquisition. La courbe d'acquisition des éléments fonctionnels et des éléments de contenu n'est pas du tout la même. Hein. Et surtout, elles sont dissociées dans certaines pathologies. Pensez à des aphasies, en particulier à l'agrammatisme. Ce sont des problèmes qui ciblent spécifiquement certains aspects du lexique fonctionnel. Alors, je voudrais maintenant revenir sur ces questions centrales, en particulier les points 2 et 3, pour enfin arriver à aborder la richesse des structures des éléments fonctionnels. Donc, question de l'invariance ou de la variation, une question tout à fait centrale dans l'étude du langage. Les langues varient, mais les langues ont un noyau de propriétés communes. Nous avons discuté un certain nombre de ces propriétés, l'infinitude, la structuration hiérarchique, le mouvement, toutes ces propriétés communes constantes doivent être aussi mis en rapport avec une variation énorme, évidemment, sur tous les niveaux linguistiques. Il peut y avoir variation à travers les langues, et donc la question se pose de comment réconcilier l'invariance et la variation. Et ceci est fait en grammaire générative par ces deux notions de grammaire particulière et grammaire universelle, qui sont des notions qui ont des racines, une tradition très ancienne. On a parlé un peu de Port-Royal et du concept de grammaire générale, n'est-ce pas, en opposition aux grammaires particulières. Ce sont des concepts qui ont été repris très directement par la linguistique moderne. Alors, un tournant décisif dans l'analyse de toutes ces propriétés a eu lieu à la fin des années 70, au début des années 80, avec l'introduction de la théorie des principes et des paramètres, présentée dans ce livre, Lectures on Government and Binding, PISA Lectures, parce que c'est un type d'approche qui a été développé par Chomsky avec ses collaborateurs durant l'année sabbatique, ou plutôt le semestre sabbatique qu'il avait passé à l'école normale de Pise à la fin des années 70. Donc selon cette manière de voir les choses, la grammaire universelle peut être conçue comme un système de principes et paramètres. Les principes sont des propriétés générales, invariables à travers les langues. Le fait que les langues utilisent merge n'était pas encore là dans les années 70 et 80, mais on peut regarder à merge comme une sorte de principe général dans les formes plus récentes de ce système. Il y a des principes de localité, il y a des principes d'économie qui sont constants à travers les langues. Ensuite, il y a des paramètres. Les paramètres sont des points de choix, normalement des points de choix binaires. Donc la langue prend cette possibilité ou cette autre possibilité. Un exemple très central, banal, mais très important, est celui de l'ordre des mots, n'est-ce pas? Ou bien le verbe fondamentalement précède ses compléments, en particulier l'objet direct. Nous avons des langues VO, ou bien le verbe suit l'objet direct. Nous avons des langues OV, où on dit des choses comme livre-lire, plutôt que lire. Livre. Donc ça, c'est un exemple de paramètre. On peut penser, en tout cas c'est l'ambition de ce type de projet, de réduire toute la variation syntaxique à une série, à un nombre fini de choix binaires de cette sorte. Et ceci nous donne aussi une théorie abstraite de l'acquisition, de l'apprentissage de la syntaxe, en ce que l'opération d'acquisition de la syntaxe revient à être une opération de fixation des paramètres. C'est-à-dire l'enfant, sur la base de l'expérience, doit déterminer si sa langue a pris ce chemin ou cet autre chemin. Donc si sa langue est une langue, par exemple, VO ou une langue OV. Et ainsi, pour tout l'inventaire des propriétés paramétriques. Ces idées ont créé une véritable révolution dans notre domaine, ont créé la possibilité en particulier d'une véritable grammaire générative comparative. La dimension comparative était vraiment
marginal jusqu'à ce point, dès qu'on a eu ce langage technique des principes et des paramètres, la syntaxe comparative générative a vraiment pu démarrer et avec une rapidité extraordinaire. On a eu une prolifération de travaux littéralement sur des centaines de langues différentes en utilisant ce type de méthode. Il y a eu un impact aussi très important sur l'étude de l'acquisition parce qu'on a commencé à étudier l'acquisition du langage en termes de fixation, acquisition comme fixation des paramètres du système sur la base de l'expérience, ce qui a donné lieu à toute une série de lignes de recherche expérimentales sur l'acquisition du langage de la part de l'enfant. Alors, voyons un peu plus en détail quelle est la nature de ces objets. Quand on étudie un système de principes et paramètres, en particulier un système de paramètres, il faut se poser au moins ces deux questions. C'est-à-dire, quel est le format des paramètres? Quelle est la forme possible qu'un paramètre peut avoir? Et quelles sont donc les limites de la paramétrisation possible? Est-ce que n'importe quelle propriété grammaticale peut être paramétrisée ou bien non? Ou bien il y a des limites. C'est seulement dans certains domaines qu'on peut avoir des paramétrisations. Et puis la question du locus, c'est-à-dire où est-ce que les paramètres sont spécifiés dans l'architecture générale de la grammaire. Donc, si vous pensez à l'architecture qu'on a vue avant, quel est le point, le locus spécifique de ces entités? Alors, dans la conception initiale, dans les années 80, l'idée sur le locus était que les paramètres étaient des spécifications sur le principe. Donc, il y avait toute une série de principes organisés dans une structure modulaire. C'était les années de la modularité, évidemment, les années aussi profondément influencées par le livre de Fodor sur The Modularity of Minds. Donc, on pensait, en appliquant dans une certaine mesure ces idées à la grammaire universelle comme un système modulaire consistant de plusieurs sous-théories, on pouvait penser à chaque module constituant la grammaire universelle comme quelque chose qui consistait d'un principe et d'un paramètre, de quelques paramètres. Donc, voilà le type de schéma qu'on avait à l'esprit. Le système de règles était une structure modulaire, donc chacune de ces images représenterait ici un module, et chaque module contenait des principes et des paramètres. Donc le locus des paramètres était ici, fondamentalement, dans l'organisation du système. On ne se posait pas trop la question au début du format des paramètres. On disait, bon, on proposait toutes sortes de cas de paramétrisation, et c'était en effet l'un des problèmes de ce système. Donc, par exemple, pour la génération de structures, on pensait à un module X-bar, un peu l'antécédent de merge, si vous voulez, qui déterminait de manière de principe la structure hiérarchique des syntagmes. Et ensuite, il y avait des paramètres comme l'ordre tête-complément, par exemple, donc une propriété à fixer. Également, il y avait un module de localité qui concernait le mouvement, qui disait le mouvement peut s'appliquer, se réappliquer, mais il ne peut pas aller trop à distance. Donc, il y a des nœuds qui comptent comme des barrières pour les principes de localité. Et la classe des barrières était en partie paramétrisée, dépendait en partie des choix que chaque langue individuelle faisait. Même chose pour le système du cas-accord. Le cas et l'accord sont comme deux faces de la même pièce. Donc, cas exprimé sur les expressions nominales, accord exprimé sur le système verbal ou du prédicat, fondamentalement, avec des propriétés importantes comme la distinction entre les systèmes nominatifs accusatifs et ergatifs absolutifs, par exemple, et beaucoup d'autres paramétrisations propres à cet aspect, à l'interface entre la syntaxe et la morphologie. Puis, des modules d'interface, comme le module de liage, concernant l'interprétation des anaphores, de réfléchis, des pronoms, et ainsi de suite.
avec des paramétrisations comme les langues qui n'ont que des anaphores locales, donc liées à l'intérieur de la phrase simple, ou bien aussi des anaphores à distance, des éléments anaphoriques, comme himself en anglais, mais qui ne fonctionnent pas comme anaphore de longue distance, mais qui peuvent aller chercher l'antécédent dans une phrase plus haute, toujours sous une condition de ces commandes. Puis, module des éléments nuls, par exemple, un module qui s'occupait du fait que nous avons dans des représentations syntaxiques des éléments non prononcés, et qui néanmoins participent au même titre que les éléments prononcés dans l'interprétation et dans la forme des structures. Exemple banal, le fait que dans certaines langues, on peut ne pas prononcer certains pronoms, par exemple un pronom sujet, dans les langues ainsi dit, un sujet nul. Et donc, il y avait ici un module dédié aux propriétés formelles interprétatives des éléments nuls, avec des paramétrisations, comme le paramètre du sujet nul, par exemple. Voilà la structure qu'on avait à l'esprit à l'époque. Comme je disais, on ne se préoccupait pas trop de l'identification d'un format spécifique pour les paramètres. Donc, on arrivait à une collection de choses assez variées par rapport auxquelles les différentes grammaires pouvaient varier. Par exemple, les barrières pour les principes de localité pouvaient varier. Ça avait été le tout premier paramètre concret étudié à la fin des années 70 même, quelque chose qu'en regardant, disons, un peu l'histoire de ces développements, c'était un cas assez marginal de paramétrisation parce que les jugements sont très difficiles, la variation n'est pas aussi claire que cela. Mais en tout cas, historiquement, la discussion des barrières pour la localité a eu une certaine importance historique. Puis la possibilité d'avoir un sujet nul, comme je le disais, différentes propriétés sélectionnelles de certaines classes verbales de livres en anglais se comportent d'une certaine manière en prenant des verbes à structure accusatif, infinitif fondamentalement, tandis que dans la langue romane, on n'a pas le même type de possibilités. Donc des propriétés sélectionnelles, fondamentalement de sous-catégorisation ou de sélection formelle, des paramètres concernant les propriétés des prépositions. Pensez à la différence entre l'anglais et la langue romane, par exemple, dans la possibilité de laisser une préposition toute seule dans des structures comme « Who did you talk to ?» Donc la préposition reste seule possibilité qu'on ne trouve pas dans d'autres systèmes de langue. Et ainsi de suite. Donc toute une série de paramètres qui concernaient un peu tous les aspects de la grammaire, jusqu'à un paramètre très, très général qui a été discuté pendant quelque temps, le paramètre de configurationnalité. On avait remarqué, en particulier les travaux de Ken Hale, de l'université MIT. Ken Hale avait été important de ce point de vue. On avait remarqué que certaines langues, comme certaines langues aborigènes d'Australie, ont une très grande liberté dans l'ordre de mots. Donc on peut avoir toutes sortes d'ordres possibles. En particulier, on peut séparer les constituants d'une structure comme le syntagme nominal, avoir par exemple un adjectif ici et le nom à une grande distance dans la structure. On peut penser un peu au modèle de la poésie des langues classiques, la poésie latine, la poésie grecque, pour avoir un modèle de ces propriétés. Donc, pendant quelque temps, on avait considéré l'hypothèse que ces langues fonctionnaient vraiment de manière très différente par rapport aux langues comme les langues indo-européennes modernes, par exemple, en ce qu'elles n'utilisaient pas avec la même systématicité les structures syntagmatiques dont nous avons parlé, mais permettaient des sortes de séquences assez arbitraires de mots, fondamentalement. Et donc, c'était un paramètre très, très basique qui concernait vraiment l'organisation structurale à un niveau très profond. Voilà, donc il y avait toutes ces idées, mais il y avait évidemment des problèmes avec cette manière de voir les choses. Le premier problème est immédiatement illustré par la liste.
il n'y avait pas vraiment de classe naturelle, il n'y avait pas vraiment de manière, de principe d'organiser cette liste. En tout cas, on ne la voyait pas. C'était une sorte de séquence arbitraire de propriétés variables. Deuxièmement, il est devenu clair assez rapidement que certains paramètres globaux, comme la non-configurationnalité, pouvaient être réanalysés de manière utile, importante, comme des conglomérats de paramètres plus petits. C'est-à-dire, si on regarde les langues, on voit que, par exemple, par rapport à cette propriété de la liberté dans l'ordre de mots, il y a une sorte de gradation. Nous avons un maximum d'absence de liberté dans des langues comme l'anglais. Puis des langues comme l'italien sont un peu plus libres. Par exemple, dans le placement du sujet, on peut l'avoir au début ou à la fin de la phrase, en conséquence du paramètre du sujet nul. Si on pense au japonais, il y a encore un degré de liberté ultérieur. Il peut y avoir ce phénomène qu'on a appelé scrambling, qui est la possibilité de réordonner, changer l'ordre des différents constituants, qui inclut sujet-objet ou objet direct, objet indirect, etc. Et ceci donne évidemment un degré supérieur de liberté. Et puis des langues comme la langue australienne Warlpiri, par exemple, étudiée par Ken Hale, comme je l'avais dit, où il y a en plus au moins cette possibilité de faire éclater certains syntagmes, comme le syntagme nominal, et avoir différentes pièces du syntagme distribuées un peu partout dans la structure. Mais il était utile donc de ne pas voir uniquement les points extrêmes de cette variation, mais plutôt voir aussi toute une série de degrés intermédiaires, et donc de décomposer des super paramètres comme l'idée de la configurationnalité ou non-configurationnalité en des paramètres plus spécifiques, plus ponctuels. Voilà. Et puis, autre propriété, certains paramètres semblent être directement liés à la présence d'un certain item dans le lexique fonctionnel de la langue, plutôt qu'exprimer des propriétés globales d'une grammaire particulière. Par exemple, cette idée de l'anaphore de longue distance, donc d'avoir la possibilité d'avoir des éléments comme himself en anglais, mais qui cherchent un antécédent dans une phrase superordonnée, non pas dans la même phrase simple, ceci ne semble pas être une propriété générale d'une théorie du liage d'une certaine langue, mais plutôt dépend de la présence d'un certain item spécifique dans le lexique de cette langue. Donc sig, par exemple, en islandais, le se latin, et aussi des manifestations dans les langues romanes, dont Pierre Picard avait parlé dans son travail. Donc cela dépend de certaines sélections, de certains éléments lexicaux, plutôt qu'avoir une propriété oui-non. Est-ce que cette langue a un système de liage de longue distance, oui ou non? C'est plutôt la présence de certains éléments qui avaient cette propriété spécifique. Donc, ceci a amené à une idée qui, initialement, a eu une influence limitée, mais dont l'influence s'est étendue progressivement, et c'est lié au travail de Hagit Borer, c'est appelé la conjecture de Borer-Chomsky, parce que Chomsky l'a rapidement utilisé et adopté. Selon cette manière de voir les choses, il y a un locus précis pour le paramètre qui est le lexique, les inventaires, en particulier le lexique fonctionnel, mais pas uniquement. En tout cas, le lexique est le lieu d'expression des paramètres. Et donc, Hagit Borer avait souligné que, bien sûr, comme le lexique, de toute façon, il faut l'apprendre, il est tout à fait naturel que les propriétés paramétriques, d'autant plus dans le cas lié clairement à la présence d'un item particulier dans le lexique, soit à déterminer dans l'acquisition des propriétés de cette partie de la grammaire. Donc, cette idée a été prise en considération pendant plusieurs décennies
en même temps que l'idée des paramètres comme étant spécifiés sur les règles dans la structure modulaire. Ensuite, on s'est rendu compte que dans le cadre du programme minimaliste, c'était la bonne manière de voir les choses, c'est la manière naturelle de voir la variation. Comme on le verra dans le programme minimaliste, il y a aussi d'autres idées qui ont été prises en considération. Alors, maintenant, revenons à la question du format et du locus. Comment est-ce qu'on peut penser au statut des paramètres dans un système minimaliste? Ici, c'est ma propre manière de voir les choses. Vous trouverez aussi des idées un tout petit peu différentes dans la littérature. Mais en tout cas, ce que je voudrais proposer est qu'un paramètre syntaxique est une instruction pour une certaine opération syntaxique, exprimée comme un trait formel spécifié sur un item du lexique, largement le lexique fonctionnel, mais aussi, on verra, dans certains cas, du lexique de contenu. Donc, comme forme générale, comme format général de paramètres, j'aimerais proposer cette caractérisation. Un certain item du lexique, X, a le trait F, oui ou non. Okay? Donc, ou bien, donc on a toujours des systèmes d'options binaires, ou bien l'item a le trait en question, ou bien il ne l'a pas. Le locus, donc l'endroit où on exprime ses propriétés, est bien sûr le lexique. Et pour une bonne partie de ces spécifications, le lexique fonctionnel, mais on verra, on peut étendre ça aussi en partie au lexique substantiel, au lexique de contenu. Voilà, donc ça c'est la perspective que je voudrais suggérer pour le format et pour le locus des paramètres. Vous voyez que là, il y a un format très précis auquel on a essayé de réduire toutes les différences paramétriques considérées dans la littérature. Voilà, évidemment, si on passe à quelque chose comme la conjecture de Chomsky-Borer, il y a un impact immédiat sur la numérosité de paramètres. L'idée d'une paramétrisation limitée aux modules et aux principes nous amène à nous attendre un nombre limité de paramètres, très petit, parce qu'il y a peu de modules, peu de principes, donc peu de paramètres. Par contre, si on pense au lexique fonctionnel, ou même au lexique tout court, évidemment, le locus de la paramétrisation devient un ensemble beaucoup plus vaste. Et on a fait quelques petits calculs. Par exemple, Kane, dans un petit papier très intéressant, a fait quelques calculs. Par exemple, si on pense à un système avec 100 paramètres binaires, ce qui est tout à fait modeste comme hypothèse. Par exemple, on va parler un tout petit peu du travail de Longobardi qui postule presque une centaine de paramètres uniquement pour les structures nominales. Donc il est clair que dans la globalité, nous avons des nombres plus importants. Eh bien, un système de ce type peut caractériser un nombre littéralement astronomique de systèmes, 10 puissance 30, donc un nombre énorme. Cette propriété a été parfois utilisée pour critiquer la conjecture de Chomsky-Borer. Par exemple, Friedrich Neumayer a écrit une série de choses, une série de compte rendu critique de cette manière de voir les choses en termes de paramètres. Cédric Brooks et d'autres ont fait des critiques comparables. Donc, selon Neumayer, le terme paramètre suggère une théorie restrictive, mais une théorie permettant beaucoup de paramètres. Neumayer se demande, n'est-elle pas une sorte de réduction à l'absurde de l'idée de la syntaxe paramétrique comme théorie restrictive de la variation, étant donné que pratiquement on peut faire énormément de choses avec une telle théorie. Alors, je crois que cette sorte de critique
n'est pas correcte, à vrai dire, ne cible pas exactement un problème véritable, parce qu'elle ne tient pas compte de la distinction qu'on a essayé de faire entre locus et format des paramètres. Le locus, dans cette manière de voir les choses, est effectivement très généreux. Le lexique permet beaucoup de paramétrisation. Mais le format est extrêmement restrictif, aussi restrictif que la syntaxe minimaliste. Il y a très peu d'opérations qu'on peut faire, fondamentalement. Et donc, la paramétrisation se limite à un nombre extrêmement petit de choses. Nous sommes donc très, très éloignés des systèmes pré-paramétriques, des systèmes des années 70, par exemple, où pratiquement ces systèmes admettaient toutes sortes de systèmes de règles possibles, avec une variation effectivement infinie et illimitée. Ce qui est vraiment important, ce sont les conditions d'apprenabilité. C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'un système de paramètres soit réaliste, il faut que l'enfant, ayant, selon l'hypothèse, un tel système de paramètres, puisse fixer la valeur de chaque paramètre sur la base de l'expérience. Okay? Et donc, ça, c'est la question fondamentale. Ce n'est pas simplement le nombre de paramètres ou le nombre de systèmes qui sont rendus possibles par ce système, mais c'est la possibilité de fixer chaque paramètre individuel sur la base de l'expérience des données linguistiques qui sont effectivement accessibles à l'enfant. Il est essentiel de faire cette sorte de distinction. Autrement, disons, ce type de considération n'a pas le type de pertinence qu'il semblerait à première vue avoir. De toute façon, donc je disais, système de paramètres comme instruction pour déclencher certaines règles, ceci donne une petite typologie de paramètres possibles. Donc, il y aura des paramètres qui opéreront sur merge externe, donc sur notre opération d'assemblage, qui nous diront comment mettre ensemble les éléments. Là, il pourrait y avoir variation. Il y a des paramètres très importants sur merge interne, donc sur le mouvement. Je vous rappelle que la manière de regarder le mouvement dans le système actuel est par cette opération, ce type d'application de merge où on prend un élément à l'intérieur d'une structure déjà constituée et on forme l'assemblage avec toute la structure qu'on a déjà constituée jusqu'à ce point. Et ceci implique une distinction ultérieure entre le mouvement de syntagme, le mouvement de tête. On peut faire bouger dans la manière de merge interne tout un syntagme ou simplement la tête. On verra des exemples des deux types de choses avec des paramétrisations distinctes. Puis il y a une sorte de règle d'accord en généralisant cette notion de l'accord sujet-verbe dans la notion de search, donc de recherche. Il y a une tête qui peut aller chercher une position qui ait certains traits en commun avec la position de recherche, ce qui permet d'établir certaines dépendances. Et là, il y aura une paramétrisation. Je vais indiquer quelques exemples de cette sorte de paramétrisation. Et puis, il y aura des paramètres sur l'externalisation. À un moment donné, le système de computation interne transfère les structures qu'il aura engendrées au système de l'externalisation qui s'occupe de la réalisation phonique, par exemple, ou de la réalisation en geste de ces propriétés. Donc, des paramètres typiques sur l'externalisation seront les paramètres sur la possibilité de prononcer ou ne pas prononcer une certaine position. Je parlais du paramètre du sujet nul en ce contexte. Donc, voilà une toute petite typologie des paramètres comme instruction pour l'application des opérations computationnelles fondamentales. Considérons d'abord les paramètres sur merge externe. Donc, on met ensemble des mots pris du lexique.
ceci a à voir avec la question de la sélection. Certains éléments sélectionnent d'autres éléments. La sélection en partie sémantique, par exemple, un verbe assigne des rôles thématiques, donc il aura autant d'arguments qu'il a de rôles thématiques à assigner. Néanmoins, la réalisation spécifique des différents arguments d'un verbe peut varier en partie. C'est ce qu'on appelle la sélection formelle, on l'appelait traditionnellement la sous-catégorisation, ou sélection catégorielle. C'est un thème qui avait été discuté par exemple par Jane Grimshaw. Si vous comparez même des langues très proches, vous voyez que la réalisation des arguments n'est pas nécessairement exactement la même. Un verbe comme answer en anglais prend un objet direct, tandis que dans les langues romanes, l'équivalent prend un objet prépositionnel, donc répondre à la question, par exemple. Même chose en italien, etc. Et il y a aussi des cas contraires. Donc, écouter est un verbe qui prend un objet direct, mais qui, en anglais, prendrait un objet prépositionnel introduit par une certaine préposition, listen to. Et cette simple variation dans la sélection formelle a des implications importantes aussi sur la syntaxe. Par exemple, quand le verbe prend un objet direct, il peut être soumis au passif, the question was answered, mais quand il prend un objet indirect, l'application directe du passif n'est pas possible, et donc vous avez des impossibilités en français, par exemple dans les langues romanes, dans ce genre de configuration. Et le contraire, écouter peut être passivisé, cette émission a été écoutée attentivement. En anglais, on ne peut pas passiviser directement ce type de structure, sauf faire quelque chose avec la préposition. Et il y a des cas où ces conséquences syntaxiques de la sélection formelle sont très importantes pour le fonctionnement syntaxique global d'une langue. Pensez par exemple à des verbes épistémiques comme believe en anglais, croire en français, credere en italien. Si vous pensez aux compléments finis, tensés qu'ils peuvent prendre, le comportement est fondamentalement le même dans ces langues. Mais si vous passez aux structures infinitives, il y a des différences systématiques qui se manifestent, tandis que l'anglais permet des structures accusatives infinitives, donc Mary believes John to know the answer. On n'a pas des structures pareilles dans les langues romanes modernes. Donc Marie croit Jean savoir la réponse n'est pas bien formée. Même chose pour la structure italienne. En anglais, on peut passiviser. John is believed to know the answer. On n'a pas ce genre de choses dans les langues romanes. Par contre, dans les langues romanes, on a des structures de contrôle, des structures où le sujet subordonné n'est pas prononcé, est une sorte de pronom non prononcé, interprété comme étant contrôlé par le sujet de la principale. Donc, Jean croit savoir la réponse. Même chose en italien, avec en plus le complémentaire infinitive-al, dont je vais parler par la suite, qui se manifeste dans cette configuration. Gianni crede di sapere la risposta. L'anglais n'a pas ce type de configuration. Donc, John believes to know the answer n'est pas une structure possible. Alors, cet ensemble de propriétés est vraisemblablement, peut vraisemblablement être amené à une analyse en admettant une seule différence primitive, une différence paramétrique, donc entre les deux types de langues, où en anglais, dans le paradigme infinitif, believe peut sélectionner directement une structure phrasale sujet-prédicat sans le nœud qui normalement introduit les compléments, le nœud complémentaire. Ce type de structure réduite de l'anglais permet au sujet de la phrase subordonnée d'être immédiatement accessible à l'assignation d'un cas accusatif dans ce cas. Donc vous avez les structures verbe accusatif infinitif. I believe John to know the answer, fondamentalement.
Tandis que dans la langue romane, si la structure est légèrement plus complexe comme propriété générale et paramétrique de ce système de langue, et que nous avons un système complémentaire qui peut être même réalisé par un élément prononcé, comme dans la structure italienne, pas dans la structure française, mais il y a en tout cas ce type de représentation, eh bien, la position sujet sera trop éloignée du verbe principal pour pouvoir recevoir un cas. Et donc la seule possibilité sera d'avoir une réalisation non prononcée du sujet de la structure subordonnée. Donc on aura les structures de contrôle et on ne pourra pas avoir dans la grammaire des structures accusatives infinitifs. Il y a certains cas apparemment intermédiaires, mais qui sont immédiatement interprétables sur la base de ce type d'analyse. Si en français, en italien, on n'admet pas des structures type accusatif infinitif, Maria crede, Gianni essere un mentitore, c'est pas bon en italien. Néanmoins, si on sort ce sujet, par exemple dans une phrase relative, la structure devient possible. Donc vous avez en 8b l'homme que Marie croit être un menteur et Jean, sur un certain niveau stylistique de la langue, on peut avoir ce genre de choses. Même chose en italien. L'uomo che Maria crede essere un mentitore, Gianni. Tout à fait possible. Alors, vous voyez ce qui se passe selon l'analyse due à l'origine à Richard Kane. Ce qui se passe, c'est que si le sujet de la subordonnée restait dans cette position, il ne pourrait pas être légitimé en tant que forme nominale prononcée. Mais s'il bouge en passant par le système du complémentaire, il peut recevoir au passage un cas, supposons un cas accusatif, d'où il peut continuer son mouvement, et ce qui donne lieu à une structure bien formée. Mais ce qui est essentiel, c'est le mouvement de ce sujet. S'il reste in situ, dans sa position d'origine, la structure ne sera pas bien formée. Tout cela peut être ramener à cette différence paramétrique sur la richesse du complément à l'infinitif dans les langues romanes et en anglais respectivement. Donc on disait paramètres sur le mouvement. Un cas a été discuté par exemple par Ian Roberts dans le séminaire qu'il a fait ici à mon premier cours, le 23 mais c'est le cas bien connu de la position du verbe dans la structure flexionnelle de la phrase, où des langues comme le français et l'anglais diffèrent. Donc nous avons en anglais que le verbe reste adjacent à l'objet direct, donc le verbe lexical ne bouge pas du syntagme verbal. Tandis que, en français, dans la langue romane, plus généralement, le verbe lexical se déplace à la flexion temporelle, à l'expression du temps, et ceci est rendu visible par la position du verbe par rapport à certains adverbes. Donc nous avons en anglais comme ordre fondamental, si nous introduisons un adverbe « we often see Mary », tandis que en français, nous voyons souvent Marie, où le verbe est séparé de l'objet direct. Ceci est mis en relation, comme observé dans des travaux classiques de Joe Hammonds et en particulier de Jean-Yves Pollock, sur lequel je reviendrai la prochaine fois. Ce que nous avons dans des langues comme le français et la langue romane, c'est un mouvement du verbe à la flexion temporelle, ce qui détermine la forme complexe du verbe fléchi et en même temps qui détermine l'ordre et le fait que le verbe est prononcé dans une position plus haute par rapport à un adverbe qui intervient dans l'ordre de surface entre le verbe et son objet direct. Donc voilà un paramètre sur le mouvement de tête ici, parce qu'on ne bouge que la tête, on ne bouge que le verbe. N'est-ce pas ? On laisse le reste du syntagme verbal dans sa position de base. Donc on a ce syntagme, te attire le verbe lexical, en français, en italien, en espagnol, oui,
en anglais, dans d'autres langues germaniques, non, ce qui donne aussi une clé pour traiter des propriétés diachroniques qui ont été évoquées dans le séminaire de Ian Roberts il y a quelques semaines. Si vous regardez Early Modern English, donc l'anglais shakespearien, vous trouvez une phase d'instabilité où la langue se comporte en partie comme l'anglais moderne, en partie comme les langues romanes. Donc vous trouvez par exemple dans Hamlet de Shakespeare des structures comme I know not, go not to Wittenberg, I speak not to him, et qui alternent avec la forme moderne I do not speak to him, par exemple. Vous voyez ce qui se passe, phase d'instabilité liée au fait que la flexion verbale était en train de devenir plus pauvre. Donc ça, c'est l'une des variantes dans ce système instable, avec une forme de la première personne, une forme distincte de la deuxième personne, castest, puis troisième personne, casteth, éventuellement aussi de la morphologie pour les trois personnes du pluriel, donc un système clairement plus riche par rapport au système de l'anglais contemporain. Perte de la richesse du système qui a entraîné, selon cette manière de voir les choses, la perte de la possibilité de mouvement. Donc l'anglais moderne, l'anglais contemporain, n'a plus vraiment ses formes et a un paradigme verbal beaucoup plus réduit, comme il est montré par ces exemples. On a passé beaucoup de temps dans les dernières décennies pour essayer d'identifier le seuil de richesse du paradigme qui détermine le passage de la langue d'un système à l'autre, c'est-à-dire qui détermine la possibilité ou la nécessité du mouvement de verbe. Il y a des considérations assez complexes à faire. Ian Roberts, dans le séminaire qu'il a fait en mai, nous a fait la proposition intéressante d'utiliser, en connexion avec ce problème, le principe de tolérance de Charles Young, proposé par Charles Young dans un contexte tout à fait différent, mais que, selon la proposition de Ian Roberts, peut avoir une application intéressante dans ce domaine. Je vous laisse la réflexion sur ce point. Ces considérations sont utiles pour la linguistique diachronique. Elles permettent de traiter l'évolution d'un système en essayant de montrer pourquoi certaines propriétés vont ensemble, et en même temps aussi pour la description des langues, la distribution de certaines propriétés. On a plusieurs fois discuté la différence entre les langues scandinaves des îles, en particulier de l'île de l'Islande, qui a un paradigme verbal très riche, et les langues scandinaves continentales, comme le danois, aussi le norvégien, le suédois, et les dialectes, où nous avons un paradigme extrêmement pauvre, même plus pauvre que celui de l'anglais. Même la différence entre smokes et smoke, qu'on a gardé, de manifestation de l'accord qu'on a gardé en anglais contemporain, n'est pas manifestée dans ces langues. Et de manière parallèle, on constate que, tandis que l'islandais fait monter le verbe au-delà de l'élément qui correspond à l'élément négatif pas, ou supposons not, dans ces langues, le danois, par exemple, même chose pour le suédois et le norvégien, garde le verbe à l'intérieur du syntaxe verbal. Donc on a des structures comme je crois que, il, pas, achète le livre, ou acheta le livre, ce genre de choses, avec sans ce type de mouvement que nous observons en islandais. Ici, on regarde des structures subordonnées, donc des structures introduites par un complémentaire, l'équivalent de that, parce que
dans les structures principales, toutes ces langues sont des langues à verbe en deuxième position, verb second, où ces propriétés sont bouleversées. Donc il faut regarder les structures subordonnées pour voir ce type de propriétés. Aux îles Färöer, qui sont un peu à mi-chemin entre l'Islande et la Scandinavie continentale, il y a, de manière intéressante de cette perspective, une sorte de situation d'instabilité où le paradigme verbal n'est pas aussi riche que l'islandais, mais pas aussi pauvre que le danois, et où on trouve une variété dialectale sur la question de la montée du verbe. Donc, même s'il n'y a que quelques milliers de locuteurs, il y a une variation dialectale. Il y a certaines qui font monter le verbe au-delà de la négation, et il y a une autre variété où le verbe ne monte pas au-delà de la négation. Indication d'une instabilité qui est très vraisemblablement liée au phénomène de morphosyntaxe, qui est l'appauvrissement du système de manifestation de la flexion verbale. Donc c'est un cas très intéressant où on voit in vivo, pour ainsi dire, un phénomène diachronique, un phénomène de modification de la structure d'une langue en cours de route. D'autres paramètres, alors là, on était dans le contexte du mouvement de tête, mais nous avons bien sûr des paramètres qui concernent le mouvement de constituants. Et là, on peut prendre même le cas paradigmatique de mouvement, le mouvement WH, What did John buy, un élément interrogatif qui doit nécessairement bouger dans une langue comme l'anglais. Et tandis que dans des langues comme le chinois, la structure fondamentale est ce qu'on appelle la stratégie in situ, où l'élément WH reste dans sa position thématique. Donc vous avez que des structures de type untel, ht, quoi, qui restent in situ. Les deux stratégies sont possibles dans certaines langues, par exemple en français, peut-être sur des niveaux de langue un tout petit peu différents, mais en tout cas, les deux possibilités clairement existent pour le locuteur du français. Tu as vu qui est une forme possible de l'interrogative, qui tu as vu ou qui as-tu vu est aussi possible. Donc nous avons et la forme in situ et le mouvement, tandis que d'autres langues choisissent l'une ou l'autre de ces deux possibilités. Donc là, il y a une paramétrisation qui concerne le mouvement de syntagme parce que bien sûr, what correspond à tout un syntagme nominal. On pourrait avoir what book, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est un mouvement de syntagme, sans doute. Paramètres d'accord, il y a plusieurs paramétrisations qui concernent les phénomènes de mise en relation d'une tête avec un syntagme, et l'accord étant un cas important de ce type de situation, l'accord sujet-verbe par exemple. Alors là, je voudrais juste citer un cas lié à cette propriété universelle observée par Joseph Greenberg. Vous savez que Joseph Greenberg, dans les années 60, avait identifié sur une base purement empirique toute une série intéressante de généralisations statistiques. Les langues ont tendance à faire cela plutôt que cela. Par exemple, sur l'ordre des constituants. Et son article de 63 est vraiment un répositoire extraordinaire d'observations syntaxiques très importantes qu'on a essayé par la suite de réanalyser en utilisant des cadres syntaxiques, des cadres théoriques plus étoffés par rapport au cadre utilisé par Greenberg, qui était extraordinairement simple. Mais tout cela est à la base, évidemment, de la typologie linguistique moderne. Donc, l'observation de Greenberg, je ne veux pas lire ce qu'il a écrit exactement, mais je vais caractériser simplement la nature de l'observation, est la suivante. Quand vous avez une langue qui a accord morphologique sujet-verbe et une certaine liberté dans l'ordre de mots, donc où il y a et l'ordre sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet, l'accord ne se manifeste pas exactement de la même manière, parce que dans la configuration sujet-verbe, l'accord est obligatoire.
toujours manifesté. Tandis que dans l'ordre verbe-sujet, il y a une grande variation. Donc, par exemple, si vous prenez l'italien standard, l'accord est aussi obligatoire avec l'ordre sujet-verbe et verbe-sujet. I miei amici verranno, verranno i miei amici. D'accord? Donc, le verbe s'accorde et dans l'ordre sujet-verbe et dans l'ordre verbe-sujet. Mais il y a même chose pour plusieurs dialectes de l'arabe, par exemple. Il y a des situations, certains dialectes de l'italien, où il y a une différence entre les deux cas. Dans l'ordre sujet-verbe, l'accord est obligatoire. Dans l'ordre verbe-sujet, l'accord peut être facultatif ou même absent dans certaines situations. Hein. Donc, quelque chose comme i miei amici verranno, mes amis viendront, ma verrà i miei amici, viendra, singulier, mes amis. On trouve ce même type de variation dans plusieurs variétés du portugais brésilien, par exemple, une grande variété dialectale dans l'italien. L'anconetano a été cité par Anna Cardinaletti comme l'une des variétés où on ne fait pas l'accord dans la séquence verbe-sujet. Et puis, il y a des systèmes où ça c'est totalement codifié, comme en arabe standard, l'accord de nombre dans l'ordre verbe-sujet ne se fait pas, tandis que dans l'ordre sujet-verbe se fait normalement. Et nous avons des manifestations aussi en anglais et en français de ce type d'asymétrie. Par exemple, si vous prenez l'ordre sujet-verbe en anglais, Three girls are in the garden, l'accord est tout à fait obligatoire. Three girls is in the garden, agrammatical. Mais si vous prenez la construction existentielle où le sujet thématique se trouve en position post-verbale, vous avez l'option de faire ou ne pas faire l'accord, au moins sur le niveau colloquial, où il est possible de faire la contraction de la copule, donc, ou du verbe être. There are three girls in the garden, there's three girls in the garden. Même chose en français, des filles sont ici, accord obligatoire, mais ce sont des filles, alterne avec ces des filles. Là, l'élément, évidemment, référentiel se trouve en position post-copulaire, et là, on trouve cette liberté. Donc, ce sont des manifestations, plus ou moins marginales, en anglais et en français, de cette paramétrisation qu'on trouve systématiquement à travers les langues et qui fait la distinction entre l'ordre sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet. Donc, nous avons ici toute une série de paramètres qui peuvent être opératifs sur les manifestations de l'accord en relation avec l'ordre des constituants. Voilà. Paramètres d'externalisation, donc paramètres en relation avec la réalisation dans le système de son ou éventuellement dans le système de signes des éléments abstraits de nos computations syntaxiques. Un cas, bien sûr, est le paramètre du sujet nul qui a été étudié en grand détail dans les décennies précédentes et qui fait toujours l'objet de beaucoup de travail. Fondamentalement, ici, l'observation est que cette possibilité d'omettre le pronom sujet qu'on trouve en italien, parle italiano, par exemple, en roumain, et qu'on ne trouve pas dans d'autres systèmes. En français, par exemple, il faut prononcer le pronom sujet. En anglais, il faut prononcer le pronom sujet. Ceci est en corrélation avec d'autres propriétés. Par exemple, comme je disais avant, une certaine liberté dans la position du sujet, la possibilité d'avoir un sujet en position finale de phrase, qu'on a en italien, qu'on a en roumain, qu'on n'a pas vraiment en français, qu'on n'a certainement pas en anglais. Telephone John n'alterne pas avec John Telephone, quelque chose comme ça. Et puis d'autres possibilités qu'on a en plus dans l'italien, dans la langue romane, la possibilité de sortir le sujet d'une phrase subordonnée sans problème, qui credi che verrà, ce qui n'est pas le cas en français, par exemple, où si on ne fait rien au système du complémentaire de la phrase subordonnée, à partir de « tu crois que quelqu'un viendra », on ne peut pas
tout simplement former la question « qui crois-tu que viendra ?» Il y a quelque chose de bizarre dans cette structure. Même chose en anglais avec l'effet « that trace ». Donc, globalement, la possibilité d'avoir un sujet nul a des répercussions aussi sur toute une série de processus de mouvement du sujet qu'on voit ici. Et tout cela est en corrélation avec la richesse de la manifestation de l'accord verbal qui est très grande, avec un paradigme très bien différencié en italien, roumain, etc. Tandis qu'en français, en anglais, non, le paradigme est évidemment plus simple si on pense en particulier, comme il faut, au français parlé, bien sûr, pas la version écrite de la langue. Alors, ceci a amené à l'identification d'un paramètre du sujet nul qui, dans sa version initiale, que je crois toujours être fondamentalement correcte, est que la flexion verbale peut posséder un trait nominal. Donc la flexion verbale qui est au-delà d'un certain seuil de richesse peut fonctionner comme un vrai pronom, en quelque sorte. Et donc là, paramètre binaire, oui ou non. Si on a la réponse oui, on a toutes ces propriétés. Si on a la réponse non, non, on n'a aucune de ces propriétés. Ici, nous avons un paramètre d'externalisation qui est généralisé dans certaines langues. Par exemple, en chinois, ici, le système d'omission du pronom est totalement non lié à la manifestation de l'accord. Il n'y a pas de manifestation de l'accord en chinois. Là, vous avez tout simplement que n'importe quelle expression nominale qui peut être en quelque sorte qui est saillante dans le contexte peut être non prononcée. Donc vous avez des structures comme Zhang Zhang a vu l'ici, vous pouvez omettre le sujet, vous pouvez omettre l'objet, vous pouvez omettre le sujet et l'objet pourvu que les deux référents soient saillants dans le contexte. Ici, c'est une manière totalement différente de fonctionner par rapport à ce que nous avons dans les langues romanes au sujet nul, où il y a une relation très directe avec la manifestation de la flexion verbale. Voilà, une paramétrisation tout à fait essentielle qui a des répercussions sur pratiquement n'importe quelle structure, hein, et la paramétrisation tête-complément, donc ordre tête-complément ou ordre complément-tête. Donc, par exemple, le verbe précède l'objet direct, comme en anglais, comme en français, ou bien le verbe suit les compléments, suit l'objet direct ou l'objet indirect, comme dans ce type de structuration. Et il y a des langues totalement cohérentes où la tête systématiquement précède le complément, comme en anglais, comme en français, et des langues cohérentes où la tête suit tout à fait systématiquement le complément. N'importe quelle tête a cette propriété, ce qui donne lieu à des arbres distincts dans les deux types de langues. Donc vous avez dans l'arbre, disons anglais ou français, vous avez que systématiquement l'objet précède le complément, la manifestation temporelle ou modale précède le syntagme verbal, le complémentaire précède le reste de la phrase, tandis que dans une langue comme le japonais, c'est le contraire, c'est-à-dire le verbe suit les compléments, la marque temporelle, modale, etc., suit le syntagme verbal, même le complémentaire, l'équivalent qui correspond à que, suit les phrases. Donc vous avez un arbre où fondamentalement c'est l'élément à gauche qui branche, tandis que là c'est fondamentalement l'élément à droite dans ces structures arborescentes qui branche. L'arbre d'une langue systématiquement à tête finale n'est pas l'exacte image miroir de l'arbre à tête initiale, parce qu'il y a des propriétés qui restent constantes. Donc, par exemple, l'ordre sujet-prédicat est toujours sujet-prédicat. Hein, donc, vous n'avez pas
une image miroir totale. Donc, comme toujours, il y a des principes et des paramètres. L'ordre sujet-prédicat reste constant et il y a une paramétrisation. Mais quelle est la nature de la paramétrisation ici? Dans notre discussion de l'assemblage et de merge, nous avons adopté une version comme celle-ci, où l'ordre est codé dans la structure. Donc, vous avez que ici, A et B forment un constituant et A précède B. Donc, si on adopte ce point de vue, on peut penser à l'ordre tête-complément ou complément-tête comme un paramètre sur merge externe. Mais il y a eu d'autres propositions, en particulier l'idée antisymétrique de Kane propose que l'ordre est fondamentalement à tête initiale dans les représentations de base. Et quand on a l'ordre complément-tête, ceci est une conséquence du mouvement, c'est-à-dire dans sa manière de voir les choses, il y a toute une série de mouvements qui s'appliquent dans les langues à tête finale qui déterminent cet ordre où le complément précède la tête. Il y a aussi un troisième type d'approche que j'ai brièvement évoqué quand j'ai parlé de merge, c'est-à-dire l'idée un peu centrale dans le programme minimaliste que merge est en effet une opération purement ensembliste qui ne codifie en rien l'ordre. Donc, ce que external merge fait, c'est simplement de former un ensemble avec les deux éléments soumis au processus. Donc, l'ensemble qui contient A et B, sans rien dire sur l'ordre de ces éléments. Donc, cette partie du système est commune à toutes les langues, à tête initiale, tête finale, etc. C'est seulement au niveau de l'externalisation dans ce système qu'il faut choisir un ordre ou l'autre, parce que tout simplement, notre système d'articulation exige de mettre les choses en séquence, l'une après l'autre. Et donc, selon le point de vue de Chomsky, dans plusieurs travaux minimalistes, l'ordre linéaire est un paramètre d'externalisation. Donc, c'est quelque chose qui se manifeste uniquement au moment où vous essayez de prononcer une structure. Donc, c'est quoi l'externalisation? Eh bien, c'est cette partie de la structure. Hein. Donc, quand les représentations syntaxiques sont traduites en ordre linéaire, ce qui est rendu nécessaire, par exemple, par la manière dans laquelle notre système d'articulation et surtout d'articulation fonctionne. Hein. Donc, l'externalisation, les paramètres d'externalisation concernent cette partie du système et selon l'idée de Chomsky, dans les travaux que j'ai cités, l'ordre n'est pas une conséquence directe de merge, mais c'est une conséquence plutôt d'une propriété de l'externalisation. Voilà. En effet, il y a une hypothèse, et je vais conclure pour aujourd'hui sur cette considération. Il y a une hypothèse plus extrême qui a été formulée dans certains travaux minimalistes. Par exemple, dans le livre de Berwick et Chomsky, Why Only Us, Language and Evolution, qui parle de l'évolution du langage dans notre espèce. Il y a cette hypothèse très forte, à mon avis trop forte, mais voyons d'abord la nature de cette hypothèse, selon laquelle non seulement les questions d'ordre, mais toute la paramétrisation pourrait être une propriété de l'externalisation. En d'autres termes, selon cette manière de voir les choses, cette partie des inventaires jusqu'aux représentations sémantiques, au système de pensée, est constante à travers les langues. Il n'y a rien qui varie. Et c'est seulement dans les processus, dans les propriétés de l'externalisation que les langues varient. Et donc cette impression massive de variation est en réalité, dans cette manière de voir les choses, limitée à une composante somme toute périphérique de l'organisation des langues. Alors, voilà, ça c'est simplement une autre manière de voir les choses. Les minimalistes souvent aiment
changer un peu l'orientation de notre petit schéma à Y ou à T que j'ai mis de manière symétrique ici, de cette manière. Donc l'axe fondamental de la computation et du lexique par l'opération de merge dans ces différentes manifestations à des représentations sémantiques en interface avec les systèmes de pensée. Ensuite, à un moment donné, ce système part vers l'externalisation et vers les représentations phonétiques ou les représentations gestuelles, si on regarde la langue de signes. Mais l'axe fondamental est celui-là. Et selon donc la proposition de Berwick et Chomsky, par exemple, toute la paramétrisation aurait lieu dans cette composante comme c'est la même manière en réalité de voir les choses, sauf que l'articulation géographique des différentes composantes est un tout petit peu différente. Alors, personnellement, je crois que c'est une hypothèse très élégante, mais probablement un peu trop forte. Pourquoi? Parce que selon cette hypothèse, fondamentalement, tout ce qui est paramétrisé ne peut pas interagir avec le fonctionnement du système de règles, parce qu'il arrive trop tard, n'est-ce pas? Donc, le fonctionnement du système de règles devrait être totalement uniforme, et à mon avis, il n'est pas aussi uniforme que l'on s'attendrait. Pourquoi? Un premier exemple relativement banal, celui que j'ai déjà donné. Par exemple, certaines propriétés paramétriques, comme la sélection particulière de la nature du complément du verbe principal, affectent la possibilité de certaines opérations syntaxiques. Par exemple, le passif est possible si la langue fait la sélection d'une structure infinitive réduite de ce type. Donc on peut avoir passivation. Autrement, dans le cas des langues romanes, de l'italien, du français, etc., le passif ne pourrait pas s'appliquer. Mais vous voyez, si les propriétés paramétriques qui incluent cette propriété de sélection de la part du verbe principal avait lieu dans cette composante, elle arriverait trop tard pour pouvoir affecter le fonctionnement des règles. Un autre exemple, je vais conclure sur cet exemple, a à voir avec certaines interactions entre les règles syntaxiques. Par exemple, prenez la manière dans laquelle dans les langues romanes, on peut avoir des structures compléments de verbe de perception comme sentir ou entendre. Donc ils peuvent prendre des structures accusatives infinitifs différemment des verbes epistémiques. Gianni ha sentito Piero cantare questa canzone. Gianni a entendu Pierre chanter cette chanson. C'est possible, un peu comme en anglais. John heard Peter sing this song. Mais dans la langue romane, on peut avoir aussi une autre construction plus complexe. Gianni ha sentito cantare questa canzone da Piero. Jean a entendu chanter cette chanson par Pierre, par exemple. Alors, ce qui se passe ici, c'est un phénomène qui avait été étudié en détail par Richard Kane, Burzio et beaucoup d'autres, à partir duquel on déplace le syntagme verbal de la structure enchâssée qui est attiré par le verbe entendre, sentir, etc., etc. Donc il y a ce mouvement du syntagme verbal, ou en tout cas d'une projection verbale, et c'est une différence paramétrique. Le français et l'italien ont cette propriété, l'anglais ne l'a pas. Donc le verbe causatif ou le verbe de perception attire le VP subordonné, oui ou non. Alors ceci a des conséquences pour d'autres règles syntaxiques. Par exemple, si vous prenez la structure Jean a entendu Pierre chanter cette chanson, vous ne pouvez pas sortir un clitique directement. Donc quelque chose comme Jean l'a entendu Pierre chanter, évidemment est une structure agrammaticale en français, agrammaticale en italien. Gianni l'ha sentita Piero cantare, tout à fait impossible. Mais si vous appliquez avant la règle qui déplace le VP subordonné, et donc vous obtenez
Gianni ha sentito cantare questa canzone da Piero, ou j'ai entendu chanter cette chanson par Pierre, là, la clitisation, le mouvement du clitique au verbe principal devient possible. Donc, Gianni l'a sentita cantare da Piero, Jean l'a entendu chanter par Piero, c'est possible, devient possible. Alors, vous voyez, il y a une interaction entre une règle qui est soumise à une variation paramétrique, l'antéposition du syntagme verbal subordonné, et la possibilité d'extraction du clitique. C'est le type de situation dont Chris Collins a parlé en termes de l'idée de smuggling. Donc, c'est comme si une opération rendait possible le fait de sortir un élément d'une structure, tandis que ce type de configuration ne serait pas possible si on avait d'abord libéré l'élément en question par ces opérations de type smuggling, selon la terminologie de Collins. Donc, de nouveau, nous avons une situation où une propriété paramétrique détermine une autre propriété computationnelle, par exemple, permet l'application de règles de clitisation qui dépend de l'antéposition du VP, qui varie paramétriquement d'une langue à l'autre. Et donc, si la paramétrisation était effectivement limitée au processus d'externalisation, ces propriétés paramétriques arriveraient trop tard pour pouvoir affecter le fonctionnement des systèmes de règles. Donc, j'arrive sur la base de cela à la conclusion qu'il y a un problème avec ces idées, par ailleurs très élégantes, de limiter toute la variation au système d'externalisation et qu'il faut donc garder, il me semble, la conjecture de Borer-Chomsky, selon laquelle c'est à ce niveau-là qu'on exprime les paramètres, c'est à ce niveau-là qu'on a le locus de paramètres, ce qui permet aux différences paramétriques d'avoir des conséquences qui affectent le fonctionnement des différents systèmes de règles. Ok, j'ai parlé plus lentement que je n'aurais pensé, et donc je n'ai pas complètement terminé, mais je vais m'arrêter ici et je vais reprendre tous ces thèmes la prochaine fois, qui sera, je vous le rappelle, jeudi exceptionnellement, et non pas vendredi. On continuera aussi vendredi. Ok, je m'arrête à ce point-ci.